Météo. 5 degrés sur 20 000 ans ont suffi à faire fondre 2000 mètres de glace. Se comparer, c'est se rassurer. Tu dis ok, c'est normal en fait. Si on dézoome, l'année 2024 est une année exceptionnelle sur les 15 dernières années. On est très très fiers d'avoir dépassé le seuil des 100 millions d'euros sous gestion et du 1,5 milliard d'euros de transactions. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir non pas un invité mais deux, Maude Caillot et Andrea Ganovelli, cofondateurs de Greengot, une néobanque française qui révolutionne la finance en la mettant au service de la transition écologique. Maude et Andrea ont créé Greengot avec une mission claire, offrir une alternative bancaire où l'argent des clients finance exclusivement des projets durables comme les énergies renouvelables, la protection des forêts ou encore la dépollution des océans. Animés par leur engagement pour la planète, ils incarnent une nouvelle génération d'entrepreneurs déterminés à utiliser la finance comme un levier de transformation positive. C'est un plaisir de les recevoir tous les deux. Bonjour Maude, bonjour Andrea. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Pourquoi l'entrepreneuriat ? C'était déjà quelque chose qui toi Maude, te passionnait, auquel tu réfléchissais, ou c'est un moment particulier qui t'a dit « allez, je vais me lancer » ? J'y ai jamais vraiment réfléchi. Je dirais qu'on fonctionne beaucoup en termes d'exemple, je pense, dans notre parcours professionnel. Et il se trouve que mes parents n'ont jamais été salariés de leur vie, c'est des professions libérales, donc une sorte d'entrepreneuriat. Et pour moi, j'ai jamais eu d'exemple du coup de salariat, de tout ça. Je connaissais pas même les tickets resto. Je me souviens, mon premier stage, on m'a donné des tickets resto. Et je savais que c'était pour l'instant, mais je savais pas par exemple qu'on pouvait aussi payer, en tout cas à l'époque dans les supermarchés avec. C'est ma sœur qui a dû m'expliquer. Donc non, j'ai toujours chéri et ils m'ont toujours appris à chérir cette liberté qu'ils avaient via leur profession du coup libérale. J'avais un papa en plus qui avait un caractère extrêmement fort, donc il avait vraiment choisi de ne pas avoir de boss au-dessus de lui, de son propre patron. En revanche, j'ai aussi vu le revers de la médaille, qui est qu'il n'y a pas un seul week-end, une seule vacance où on a été tranquille. Mon père, il travaillait le dimanche après-midi et on attendait nous sur le parking. Et ma mère a fait des gardes toute notre enfance où on ne la voyait pas la nuit. Enfin, donc tu étais déjà préparé en fait à la difficulté de l'entrepreneuriat. Disons que ça a été rapidement, c'était mon étalon en tout cas. Oui, c'était mon exemple. Je suis partie au début de ma carrière, j'ai été salariée donc, dans des grands groupes de luxe et ensuite en banque. Et puis après, j'ai rencontré Andrea et je me suis dit que c'était... je sais que je ne me serais pas lancée seule parce que justement, j'ai vu mes parents seuls et je trouvais que c'était vraiment extrêmement compliqué. Donc quand j'ai rencontré Andrea et qu'on a vu qu'on avait les mêmes visions, les mêmes valeurs, j'ai compris que c'était aussi mon ticket pour me lancer à ce moment-là. Parce que je pense que je ne me serais pas lancée seule. Toi, Andrea, tu avais déjà un parcours qui était construit, une volonté d'entreprendre ? Moi, c'est un peu différent de Maude parce que moi, j'ai voulu entreprendre depuis très tôt en fait dans ma vie. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai grandi dans le sud de la France, à Istres, dans une petite ville. Ma mère était prof d'italien, mon père était contrôleur de gestion chez Auchan, mais bon, voilà, c'est l'histoire. Et en fait, moi, depuis tout petit, l'environnement, c'est un truc qui est important pour moi parce que j'ai eu, quand j'avais 7 ou 8 ans, un vrai trauma. C'est que ma maison, la maison de mes parents, qui était en bordure de pinède, donc une forêt de pins, ça a brûlé, donc le feu s'est arrêté dans le jardin. On a dû évacuer et c'était vraiment pour moi quelque chose, j'étais tout petit, je suis revenu, j'ai vu tous les arbres que j'aimais brûler, il y a sûrement tout un tas d'animaux qui sont morts et en fait je me suis dit depuis ce moment-là, je veux faire un truc pour pas que ça se reproduise, pour protéger ça dans le futur. Et en fait, très rapidement, de par mes lectures, de par plein de choses, je suis fan d'histoire depuis que je suis petit, j'adore, on pourra en parler si tu veux un peu plus tard, mais je suis passionné d'histoire. Et en fait, quand tu regardes l'histoire la plus récente, ça n'a pas toujours été le cas au cours des siècles et des millénaires précédents. On se rend compte que les gens qui arrivent vraiment aujourd'hui à changer les choses, à faire bouger la planète et le monde, malheureusement, c'est de moins en moins des politiques et c'est de plus en plus des entrepreneurs.
Et en fait, aujourd'hui, si tu regardes qui a le plus changé ta vie entre François Hollande, Sarkozy ou Mark Zuckerberg, alors en ce moment, il n'est pas trop à la mode, mais Jeff Bezos ou même Elon Musk, en fait, c'est clair que c'est ces entrepreneurs-là qui ont fait avancer, en bien ou en mal, peu importe, mais la société et qui ont fait bouger les choses. Et donc, très rapidement, je me suis dit, si je veux avoir un vrai impact concret sur la planète, c'est par l'entrepreneuriat que je pourrais l'avoir. Donc, très, très vite, je me suis vraiment intéressé sur ce sujet-là. Alors, quand on s'est rencontré avec Maud, j'étais salarié. À l'époque, je travaillais chez Pernod Ricard à New York. J'avais commencé parce que je voulais absolument, moi, partir à l'étranger, faire une expérience à l'étranger, et je voulais pas rester en France. Et je me suis dit, OK, je me donne quelques années, j'apprends. Donc, j'ai travaillé, je gérais les aspects financiers de Jameson, le whisky. C'était super intéressant, mais à un moment, je me suis dit, OK, maintenant, je passe à autre chose. Je veux avoir un impact concret sur la planète, et l'entrepreneuriat, pour ça, c'est le meilleur levier pour l'avoir. Et donc c'est là que Maud est venue me voir et m'a dit on va créer une banque. Toi, voilà. Maud, ta prise de conscience, si je me rappelle bien, c'est une conférence de Janco. Ouais, c'était Aurélien Barraud. Aurélien Barraud. Partie, disons que c'est venu vraiment à la toute fin. Ma première prise de conscience, c'est encore une fois en revenant aux sources. Donc moi, je suis née à Dijon, j'ai eu la chance de grandir en Bourgogne, qui est une région magnifique. Et ma mère vient d'Iran. Et donc depuis qu'on est toute petite, on est élevé vraiment en prenant connaissance de cette chance qu'on a de vivre dans un environnement où c'est vert, où la terre est riche et où il pleut, en fait, juste ça, où il y a de l'eau. Parce que dans la culture de ma mère, l'eau est un bien très précieux. Il l'est aussi chez nous et il devrait l'être encore plus. Et du coup, je me souviens très bien que j'ai eu un peu cette déflagration, ce déclic, quand une fois je suis rentrée à Dijon. C'était un été extrêmement sec et il n'y avait plus d'eau. Et d'un coup, c'est un peu comme si tout ce qu'on nous répétait dans le fond médiatique, où il y a un changement climatique, il y a un réchauffement et tout ça, et à chaque fois, on se dit, 2 degrés, ça va. 2 degrés, ça va. Ouais. Ou alors, c'est encore les Africains, c'est encore les Indiens, mais tu as l'impression que c'est loin de chez toi, que c'est encore loin pour toi. Et là, c'est vraiment au centre de ma petite vie très confortable que ça venait me frapper. Et donc ça a été un peu comme une déflagration pour moi de me dire, OK, c'est vraiment en train de changer. Et à l'échelle de ma courte vie, je vois déjà des impacts, je vois déjà des effets sur l'eau, mais aussi sur les animaux, sur les oiseaux migrateurs, sur les arbres, sur tout ça. Et donc j'ai commencé à m'intéresser, et justement jusqu'à arriver à une conférence d'Aurélien Barraud. En fait, il faisait deviner à son interlocuteur de combien de degrés la Terre s'était réchauffée depuis la dernière ère glaciaire. Donc c'était il y a moins 20 000 ans, il y avait plus de... Donc il y avait 2000 mètres de glace au-dessus de nos têtes, en France, là, tout de suite où on parle, il y a 2000 mètres de glace. On pouvait marcher à pied sec jusqu'à l'Angleterre, et le niveau de la mer, il était 100 mètres plus bas. Et je me souviens très bien, à ce moment-là, je suis dans l'entrée chez moi, j'écoute ce podcast, il fait deviner ça, et moi, dans ma tête, je me dis, il fait moins 20 à l'époque, moins 30 degrés, je sais pas, aujourd'hui, il fait plus 15, 45 degrés de variation. Et là, il dit 5 degrés. 5 degrés sur 20 000 ans ont suffi à faire fondre 2000 mètres de glace, donc 2 km de glace au-dessus de nos têtes, remonter de 100 mètres le niveau de la mer. Et là, on est en train de parler de plus 2, plus 3, plus 5 même, si on fait vraiment rien, qu'on reste sur cette dynamique, en quelques dizaines, centaines d'années. Et en plus, dans un référentiel où on n'a pas justement d'exemple, parce qu'on est déjà à une période interglaciaire, donc normalement à une période des plus chaudes de la planète, et on va aller sur du encore plus chaud. Et donc là, d'un coup, je me suis dit, 5 degrés, c'est en effet pas juste une piscine à Dijon ou un peu plus d'été par an. Ça va vraiment faire que tout va changer autour de moi. Et je pense qu'au fond de moi, je suis très conservatrice. J'ai adoré mon enfance, j'adore ma campagne, j'adore les arbres, j'adore entendre les oiseaux. Et je ne suis pas du tout prête à me dire que ça va changer. Tu sais, c'est intéressant que tu aies eu une prise de conscience par cet exemple-là, enfin par cette donnée. Plus 5, c'est là où tu vois quand même sur les visages que... Ah oui, tu prends conscience que le plus de degrés, il est finalement, ça va être très mal compris aujourd'hui. Et c'est un peu une des malédictions du changement climatique, c'est que la communication, d'une certaine manière, du changement climatique, du réchauffement climatique, elle a été faite par des scientifiques dont c'est pas du tout le métier. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'en disant attention, plus de degrés, mais il y a personne qui va s'inquiéter parce que personne ne comprend et tout le monde a l'impression qu'on va vivre à Los Angeles.
Non, mais donc il y a beaucoup de choses à bien expliquer ou à réexpliquer pour comprendre la gravité de ce que plus de degrés veut dire. Et on a aussi cette image, qu'il y a plus de degrés, ça va juste impacter la température. Donc on va avoir plus chaud, ça va être moins agréable dehors et tout. Non, ça va impacter directement notre sécurité alimentaire, puisque ça veut dire aussi moins de récoltes. Il ne faut pas oublier que ce qu'on mange, ça vient de la terre et que derrière, des agriculteurs, des récoltes et tout. Ça va impacter directement notre accès à l'eau. Déjà en France, il y a des villages qui n'ont plus accès à l'eau, qui n'ont plus de ressources hydrauliques sous eux. Ça va aussi complètement changer notre stabilité sociale, puisqu'il va y avoir 200 millions de réfugiés climatiques, donc soit dans les pays du Sud, mais aussi en France, des personnes qui vont plus pouvoir habiter leur maison, qui vont bouger. Et donc ça va donc entraîner une grosse instabilité sociale, donc économique, donc politique, donc démocratique. Enfin bref, tout, c'est comme un domino qu'on va faire tomber et qui va avoir tout un enchaînement. Et on n'a pas forcément conscience de ça quand on parle juste d'une température. Mais on ne se rend pas compte à quel point le climat, à quel point la température qui nous entoure est déterminante même pour notre quotidien et notre vie de tous les jours. Les scientifiques, effectivement, ont déjà connaissance de plein de solutions, etc. Maintenant, il faut des entrepreneurs pour changer les choses et passer à l'échelle. Il faut des entrepreneurs, il faut de l'argent aussi. Mais c'est ça aussi que beaucoup d'acteurs des secteurs environnementaux et écologiques ont eu dans le passé, c'est en train de changer, ont eu beaucoup de mal à comprendre. Et en fait, beaucoup sont fédérés en associations qui sont très importantes, qui permettent d'agir localement à une échelle d'une ville ou d'un département ou d'une région. Mais à un moment, ce n'est pas suffisant. À un moment, pour pouvoir avoir un impact qui soit global et concret, il faut pouvoir agir dans le monde entier. Parce que la réalité de ce dont Maud parle, c'est que il faut qu'on agisse en France, c'est clair et net, mais la France est responsable à l'échelle mondiale que de 2% des émissions de CO2. Donc même si toutes ces assos, elles arrivaient à avoir un impact concret en France, ce ne serait pas suffisant pour inverser la courbe de l'augmentation des températures. Il faut pouvoir agir au niveau mondial. Et pour agir au niveau mondial, en tant que Français, soit on fait dans notre coin et on croise les doigts pour que les autres le fassent aussi, soit on veut construire quelque chose de gros, quelque chose qui a un impact fort, et on arrive à agir aussi au-delà de nos frontières. Et pour ça, évidemment, l'entrepreneur, c'est important, parce que, quoi qu'on en dise aussi, aujourd'hui, le poids géopolitique de la France et de l'Europe sur le monde, il s'est quand même réduit. Donc, à travers les politiques qui, en plus, déjà, ont de plus en plus de mal à agir dans les frontières, c'est encore plus dur si le président français va dire aux Chinois d'arrêter de polluer. Mais du coup, c'est aux entrepreneurs de faire cette action-là. Et pour le faire, il faut qu'ils soient très ambitieux. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Green Got, d'être très ambitieux pour agir dans le monde entier, en fléchant l'épargne des Français et des Françaises et en construisant quelque chose de gigantesque, de massif, qui aura un impact global et qui vraiment va nous permettre de gagner des degrés et des dixièmes de degrés sur les 2, les 3, les 4 degrés dont Maud parlait. On voit bien comment et pourquoi vous vous êtes retrouvés. Pourquoi la finance ? C'est exactement ce que Andrea disait. Donc, pour ce sujet-là d'argent, en fait, en gros, de financement. On arrive en se disant tous les deux, il faut qu'on ait un impact. On va choisir la voie entrepreneuriale parce que la voie en effet publique et politique, même si ça reste un levier important, ça sera dans tous les cas beaucoup trop long. À l'époque, j'ai 25 ans, il a 27 ans, on n'est absolument personne. Donc d'un point de vue politique, public, on n'a vraiment pas d'avenir, alors que d'un point de vue dans les secteurs privés, on peut aller beaucoup plus vite. On regarde, on veut avoir un impact réel à l'échelle mondiale. On a de grosses ambitions là-dessus. On veut vraiment se dire qu'on va pouvoir, d'une certaine manière, stopper ce changement climatique. Et on veut aussi un impact rapide. On ne veut pas un impact d'ici 100, 200 ans et tout, parce qu'a priori, ça sera déjà très tard pour agir. Donc, une fois qu'on a posé ce constat et cette résolution, on regarde à ce moment-là toutes les verticales, en fait, toutes les industries, pour voir où est-ce qu'il y a aujourd'hui le plus d'impact à apporter pour qu'il y ait justement cet impact en termes d'intensité et de rapidité. Et donc, on regarde l'industrie, on regarde le BTP, on regarde la fashion, on regarde l'alimentaire. On est vraiment agnostique à ce niveau-là et on sait qu'on va prendre n'importe quelle casquette tant qu'il y a le plus d'impact. À ce moment-là, vous n'aviez pas pensé à la banque? Non, et à ce moment-là, on regarde, à chaque fois qu'on regarde une industrie, on remonte toujours le même fil d'Ariane. Et ce fil, évidemment, il amène où? Il amène à l'argent. Il amène à la finance, il amène à la banque. Et à ce moment-là, c'est un peu vraiment, évidemment, pourquoi on n'y avait pas pensé? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Là où il va, le monde se construit. Aujourd'hui, l'argent, il est majorité détenu, en tout cas contrôlé, dirigé
par des institutions bancaires. Et ces institutions bancaires, elles ont été créées pendant les révolutions industrielles, donc au début du 19e, pour à la base financer le charbon, la première révolution, puis le pétrole, la seconde révolution. Et sauf que depuis quelques années, on sait maintenant qu'il ne faut plus faire ça. Sauf que c'est des très gros paquebots, peut-être un manque de volonté, donc qui ne changent pas encore ces logiques, et qui du coup continuent à financer avec des dizaines de milliers de milliards vers les énergies fossiles. Sauf que l'argent en lui-même n'est pas intrinsèquement polluant. L'argent, c'est un outil, c'est un moyen. Donc si on arrive à rediriger cet argent des énergies fossiles vers les entreprises du secteur de la transition, que ce soit énergie bas carbone, transport bas carbone, agriculture durable et tout, on arrivera à agir vraiment en tant que catalyseur dans ces secteurs et à faire en sorte que des nouveaux champions émergent très rapidement pour prendre le pas, remplacer les anciens et faire en sorte qu'on ait une société et un système qui soit bas carbone. Et donc c'est à ce moment-là qu'on arrive donc sur cette idée de banque et de banque de détail. Pourquoi ? Parce que toute l'idée avec Gringotte, c'est aussi que quand on se rend compte que notre argent, nous, pour lequel on travaille toute notre vie, qu'on dépose à la banque, et que cette banque va l'utiliser directement ou indirectement à financer des choses contre lesquelles on se bat tous les jours, c'est pour moi un moment qui a été d'une intense frustration. Si je fais des efforts, il faut évidemment que mon argent aussi fasse des efforts, ou en tout cas ne va pas financer des trucs qui sont complètement pourris et qui polluent. Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est bien, même si moi je fais l'effort d'être à mes 2 tonnes, ce qui est déjà quand même compliqué dans le monde aujourd'hui. Très dur en France. Par contre, mon argent, pendant ce temps-là, lui, il continue d'émettre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu fasses d'efforts, toi, dans ton quotidien, évidemment, mais c'est le cas. Et en fait, finalement... tu as 2 façons d'émettre du CO2. Tu as dans ta consommation, donc je caricature, mais c'est l'argent, comment tu vas le dépenser, mais finalement aussi comment tu vas l'investir, parce que quand une entreprise te vend quelque chose, elle a eu besoin de financement ou d'investissements initiaux, et en fait, c'est très simple, si tu coupes ces financements initiaux, elle ne pourra plus produire. Au contraire, si tu baisses les coûts de financement des entreprises qui sont plus vertueuses, tu vas l'aider à se développer et donc ça va pouvoir shaper le monde des prochaines années. Donc tu as 2 leviers sur lesquels tu peux agir et l'intérêt de ce qu'on fait avec Gringotte et avec la banque, c'est qu'en fait tu agis sur la consommation parce que finalement tu as une carte de paiement et du coup tu peux aider à flécher les paiements vers des alternatives qui te semblent plus justes, et tu as aussi et même surtout la partie investissement où là tu vas permettre à tes clients, à tes utilisateurs d'investir dans les entreprises de la transition. Et surtout que je pense qu'on y reviendra après, mais on n'est pas du tout dans de la philanthropie là-dedans quand on parle de ça. C'est qu'aujourd'hui, investir dans des énergies fossiles du passé, c'est mettre son épargne à risque à une époque où on fait des progrès de plus en plus forts scientifiques, technologiques, logistiques dans des énergies et des technologies du 21e siècle. Et donc aujourd'hui, ça, c'est quelque chose de vital que nous, on a compris avant tout le monde et qui va continuer sur le 21e siècle de bouleverser l'économie mondiale. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une crise, comme on est en train de vivre, une crise climatique, il y a à chaque fois qu'il y a une crise, il y a des acteurs qui émergent. Et c'est peut-être même uniquement les crises qui permettent à des nouveaux champions d'arriver. Quand il ne se passe rien, quand tout est stable, a priori, les monopoles restent, les grandes entreprises et les grands acteurs restent en place. En revanche, là, avec la crise qu'il va y avoir, il va y avoir un chamboulement des champions, et c'est aussi ce qu'on permet de faire grâce à Gringotte. On permet d'investir dans ces champions qui sont déjà en train d'arriver pour le 21e siècle et de se protéger, entre guillemets, des monstres mourants. Je pense que c'est un point très important que tu soulèves et qu'il faut soulever, c'est que déjà aujourd'hui, on peut se dire, les énergies fossiles, c'est parmi d'autres actifs dans le bilan d'une banque, parmi d'autres trucs qu'ils ont, je sais pas, dans la grande distribution, dans le chose, enfin bref. Parmi un pool, et pourquoi est-ce qu'on se concentre et pourquoi on met le projecteur que sur les énergies fossiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une étude de l'Institut Rousseau qui est sortie qui dit que pour les principales banques européennes, elles ont l'équivalent de 95% de leurs fonds propres qui sont dans les énergies fossiles. Donc on n'est vraiment pas sur un secteur parmi d'autres. On est sur un secteur parfaitement surreprésenté. Et ce chiffre, ce qu'il dit aussi, quand on comprend un petit peu comment marche un bilan bancaire et comment le système financier est créé, c'est que c'est un énorme risque. Parce que le risque aujourd'hui, c'est d'avoir autant d'actifs qui dépendent de secteurs du passé. Du passé pour 3 raisons. La première, c'est que évidemment, d'un point de vue écologique, il ne faut plus faire les énergies fossiles. On sait que ça, quand on les brûle, ça émet du CO2, donc ça réchauffe l'atmosphère.
Pour la seconde raison aussi que c'est du passé, que ça va atteindre des pics, que ça a déjà atteint des pics dans la mer du Nord. Donc, par définition, ce sont des ressources qui ne sont plus là. Et puis la troisième raison que c'est du passé, c'est qu'en effet, les sociétés changent. Nous, aujourd'hui, beaucoup de banques aujourd'hui viennent nous parler parce qu'ils savent que Greengot, on parle à notre génération et à celle d'après, et que s'ils veulent encore des clients de notre génération et de celle d'après, ils vont devoir se mettre au diapason. Donc c'est un risque énorme que la banque a aujourd'hui, que nos banques ont, d'avoir autant d'actifs fossiles, un risque d'actifs échoués, donc un risque d'actifs qui pourront valoir zéro bientôt, et donc un risque de faillite, et donc un risque sur l'épargne des gens. Leur capacité à recruter des nouveaux clients avec les changements de nouveaux talents et tout, mais même au niveau même de l'épargne qu'on a. Et puis c'est un risque aussi parce qu'en tant que banque, tu es en train de rater des opportunités qui sont immenses dans la transition. C'est un peu comme si on est au début du XXe siècle et que tu as l'opportunité d'investir dans des carrioles comme on l'a toujours fait, ou dans Ford qui viennent lancer des voitures. C'est le même, on est à la même intersection. C'est un peu comme si au début du XXe siècle, tu pouvais investir dans Nokia qui a toujours été le leader et qui fait des portables très bien, ou Apple qui est en train de dire il faut faire autrement. Donc on est vraiment à ce niveau-là. Et ce qu'on est en train de vouloir faire passer comme message avec Greengot, c'est que nous, évidemment, ce sont des valeurs écologiques qui nous motivent, mais on veut 66 millions de clients, on veut 66 millions de personnes qui vont mettre leur argent au vert. En France uniquement. En France, évidemment. Et on sait que les motivations écologiques vont être là pour certains, mais pas pour tout le monde. Et donc, on est aussi en train de démontrer qu'en fait, d'un point de vue purement financier, d'un point de vue purement pour ton argent, pour ton épargne, tu as tout intérêt à aller vers des investissements verts. J'ai eu Marie Eklund du fonds 2050 sur le podcast qui justement disait, elle a axé vraiment sa stratégie d'investissement là-dessus, mais avec une conviction qui était plus forte que certains, parce que même si on l'entend déjà, elle l'affirme et elle le signe, que finalement n'importe quel investisseur aujourd'hui doit investir dans le vert, c'est les licornes du futur. C'est pas la seule, Bill Gates dit ça. Bill Gates n'est pas le plus Greta Thunberg de tous. Et pourtant, il dit que de la transition émergeront 8 Tesla, 10 Microsoft, 15 Google. Et donc ça, c'est d'un point de vue purement économique. C'est un des plus grands businessmen de notre temps qui le dit. Où vous en êtes aujourd'hui avec Greengot ? Nous, on se parle en janvier 2025. On a lancé Greengot en juin 2022. Donc ça fait 2 ans et demi. Et pour donner un ordre d'idée, on est quasiment à 1,5 milliard d'euros de transactions depuis le lancement de Greengot. Donc c'est beaucoup, ça représente beaucoup d'argent et surtout sur les derniers mois on dépasse les 100 millions d'euros de transactions tous les mois, donc ça augmente tous les mois énormément. On a à date plus de 110 millions d'euros de gestion, donc que ce soit sur nos contrats d'assurance vie ou sur nos comptes courants, donc c'est de l'argent qui va être investi dans un premier temps, sorti des investissements des énergies fossiles et investi dans les énergies renouvelables, dans les entreprises de la transition du futur du XXIe siècle. Et le troisième grand chiffre auquel tu faisais référence... 1 million d'euros. Ah oui, 1 million d'euros de dons à des associations. Donc je disais au début, donc Greengot permet d'investir, permet aussi de payer avec une carte, et en fait on permet à nos membres, à nos utilisateurs de faire des dons à des associations avec 2 mécanismes différents, un qui est à la charge de Greengot et un qui est à la charge directement du client via une option d'arrondi, et on a dépassé le 1 million d'euros de dons à ces associations. 2 ans et demi. Même pas, parce que c'est une fonctionnalité qu'on a lancée il y a 1 an et demi. Exactement. Ouais. Mais on est très très fiers d'avoir dépassé le seuil des 100 millions d'euros sous gestion et dont 60 millions du coup directement investis dans la transition, et du 1,5 milliard, donc d'avoir dépassé le seuil du milliard de transactions, 1,5 milliard d'euros de transactions. Donc ça montre à quel point finalement le marché, les gens avaient envie et ont besoin et envie de cette solution et l'utilisent au quotidien. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en parlait un peu avant le début du podcast, tous les trois. Quand tu travailles avec des grands corpos, ça peut être difficile pour certaines startups de commencer à bosser avec des grandes entreprises. Nous, on travaille avec beaucoup de partenaires, et ces partenaires te demandent des projections de volume de ce que tu vas faire sur l'année. Et à chaque fois qu'on leur envoie nos projections, ils nous ont dit non, vous n'allez jamais faire ça divisé par 2 parce que c'est trop. Et en fait, on a fait ce qu'on avait dit, et ils sont tous, ils sont tous impressionnés par rapport au BP initial. En fait, on fait
mieux même que le premier BP qu'on leur avait soumis, et des fois 2 fois mieux que le BP final qu'on leur avait donné, parce qu'ils nous ont dit, là, si on présente ce BP, moi, en comité, ils vont se moquer de moi, ils vont dire, c'est qui, c'est rigolo, et c'est pas crédible. Donc c'est une sacrée pareil preuve. Pour la levée de fonds qu'on a faite, Ouais. on a réservé une partie pour la communauté, donc on a levé avec notre fonds, plus une partie pour la communauté, parce qu'on a vraiment cet ADN de construire avec nos membres cette future banque Gringot. Et donc, on a levé, avec notre communauté, juste avec notre communauté, 5 millions d'euros. Et la plateforme avec qui on a fait ça, qui est Crowdcube, qui est leader en Europe, qui fait lever de fonds aussi de Revolut, de Conto et tout. Quand on leur a dit, bon, nous, on planche sur une journée, ils nous ont dit, impossible. Je vous propose un plan sur 3 semaines pour lever 5 millions avec notre communauté. Finalement, en 2h10. Record. Un certain appétit. Voilà. Record européen. Record européen. Le dernier détenteur en date du record était Conto, donc on se souhaite de marcher sur les mêmes pas que cette belle entreprise. On peut vous le souhaiter depuis 2025, effectivement. Aussi, ouais. Vous l'expliquez comment le succès? C'est le bon message au bon moment, c'est votre strat marketing, comme vous êtes très actif sur le sujet, c'est les deux. Il y a plein de raisons, hein. Ce serait caricaturé de dire qu'il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance. Je pense que même tous les bons entrepreneurs disent qu'à un moment, il y a un facteur chance, mais que la chance, tout de même, ça se provoque en tentant et retentant, et que 95% du temps, ça tombe à côté, et les 5%, ça passe. Il y a eu de la chance sur les 5%, mais il y a aussi parce qu'il y a eu les 95% d'échecs avant. Mais donc il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de chance. Et après, il y a aussi le fait que la mission qu'on porte avec Gringot, elle résonne chez beaucoup de monde. On a fait le choix de construire Gringot en public, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est transparent. On a des communautés d'ambassadeurs, d'investisseurs qu'on va animer sur WhatsApp, sur d'autres réseaux. Ce qu'on fait de bien comme ce qu'on fait de pas bien encore, ou pas assez bien. Et en fait, on leur partage tout. Ils ont vraiment le sentiment, et c'est une réalité, de faire partie de cette aventure, de décider avec nous. Ils ont décidé de certains des entreprises dans lesquelles on a investi, des assos qu'on aide. Ils ont même choisi à un moment le logo, certains écrans de lab, toutes ces choses-là. Et entre la mission et entre vraiment ce sentiment fort d'appartenance et d'être écouté, on a vraiment réussi à fédérer une communauté qui est assez unique dans le secteur, en tout cas en France. Donc ça a été un de nos gros facteurs de succès depuis le début. Ouais. Et je pense que plus profondément encore, on a cette conviction. Donc je pense que la sincérité de notre démarche transparaît fortement. Et aussi, on a cette conviction très forte que finalement, l'écologie ou la transition, aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est souvent un confort qui recule, c'est souvent une douleur, c'est souvent pas très heureux. Et avec Gringot, on a réussi, en fait, pour une des premières fois, en tout cas, moi, j'ai pas d'autres exemples en tête, de construire quelque chose qui a un intérêt pour toi tout de suite, puisqu'on construit un produit qui est très confortable, avec toutes les dernières caractéristiques que tu attends, avec toutes les features qui te vont, avec le service client, enfin vraiment, en tant qu'expérience bancaire. L'utilisateur est top. Moi, je pense que tu peux en témoigner puisque tu es membre. On a aussi réussi à réconcilier en termes plus long terme donc tes investissements, donc en amenant un investissement vert mais aussi performant, parce qu'on a bien conscience qu'il faut un peu de performance. Alors c'est pas on va pas se caler sur les performances des cryptos et tout ça quand elles vont bien, pas là pour faire plus de 100% en un an, mais pour faire plusieurs pourcents, c'est sûr. Et puis enfin, on apporte tout ce volet sur l'impact d'une manière transparente, où tu peux être fier de ce que tu fais, fier pour toi, fier pour tes enfants, fier pour ton entourage, d'avoir au quotidien choisi de faire partie des gens qui font quelque chose pour l'environnement et qui d'ailleurs ont activé le plus gros levier pour ça. Donc on réconcilie un peu fin du mois, fin de vie, donc retraite, projet de vie, et fin du monde. Et pour une première fois, ça s'aligne en fait, et ça pointe tous vers ce qu'on a créé avec Gringot. Et donc je pense que quand il y a un tel alignement des planètes, c'est pour ça aussi que ça déroule autant et qu'on a une croissance aussi forte avec des budgets qui sont vraiment... on met énormément dans le produit, on met énormément dans la tech, on met très peu en com et pourtant on a énormément de résultats. Tu évoquais quelque chose sur l'image de l'écologie. Je crois que d'ailleurs tu en as parlé très récemment, là. Je crois que tu as fait un post LinkedIn, mais j'avais eu une discussion avec des publicitaires il y a de cela un petit moment en leur disant mais finalement...
Je sais pas si tu prends l'exemple de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, elle s'est développée grâce à la pub Marlboro, parce qu'ils ont réussi à rendre le côté sexy, viril, du cow-boy qui fume. En fait, le postulat de base, c'est pourquoi est-ce que personne n'a envie d'être écolo, ou en tout cas d'être nommé écolo. C'est vraiment au contraire est-ce que c'est un gros mot, quoi, presque, être écolo aujourd'hui. C'est une mauvaise publicité. Mais pourquoi est-ce que tout le monde profondément veut de l'écologie ? Parce que personne ne veut ne plus avoir d'eau, personne ne veut ne plus avoir d'étalage rempli au supermarché, personne ne veut avoir à quitter sa maison ou avoir 200 millions de personnes qui d'un coup arrivent et même toi qui doivent partir et tout. Donc qu'est-ce qu'on a raté et comment est-ce qu'on peut le changer ? Et je pense qu'en effet, et moi c'est le poste que j'occupe chez Greengot, je suis sur la partie communication et marketing, c'est comment est-ce que quelque chose qui à la base est si naturel, si désirable, si évidemment que tout le monde a envie de vivre dans un endroit qui n'est pas pollué, qui est silencieux, qui a des oiseaux, qui a des arbres et tout ça, comment est-ce que ça a été tourné au contraire en ridicule et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire en sorte qu'au contraire de faire percevoir la transition telle qu'elle est, à savoir heureuse, cool, désirable, et que tout le monde ait envie de se revendiquer écolo, ce qui n'est pas du tout le cas. Le discours écologique a un peu pris du plomb là aujourd'hui. Enfin, moi, je le ressens quand même assez régulièrement. Ou même sur les sujets de réglementation, il y a quand même un pushback qui est assez fort. Vous, comment est-ce que vous le voyez là actuellement dans vos interactions avec vos clients, dans vos relations avec vos partenaires ? Moi, je trouve ça tout à fait normal en fait aujourd'hui qu'à certains moments il y ait un retour en arrière. En fait, quand on regarde, il faut dézoomer. Il faut regarder en fait d'où on vient il y a 20 ans et où on est en 2024. Aujourd'hui, avoir une voiture électrique, ça devient la norme. Alors, l'année 2024 n'a pas été aussi bonne que l'année 2022, l'année 2023. Mais si on dézoome, l'année 2024 est une année exceptionnelle sur les 15 dernières années. Et en fait, on oublie que toutes les évolutions majeures, toutes les transformations des économies de nos sociétés, elles sont jamais comme ça, c'est pas linéaire. Il y a des moments où en fait on va un petit peu, la courbe va un peu ralentir et c'est normal. On parle même de l'IA en fait en ce moment dans lesquels on dit finalement l'IA, les promesses sont peut-être pas tant là que ça. J'écoutais à la radio et en fait c'est normal. Toutes les révolutions ne se font pas en 6 semaines. On a besoin que les gens changent leur mentalité. Il faut vraiment voir d'où on vient. L'écologie, au début des années 2000, personne ne savait ce que c'était. Nous, quand on a commencé Greengot et qu'on disait aux gens que leur compte en banque polluait, ils nous disaient c'est à cause des serveurs informatiques. Et là, on est 4-5 ans après, les gens savent que leur argent pollue. Et c'est ça qui est vraiment très important de regarder. Regardons où on était même sur les émissions de CO2 des pays, même des très grands pays sur lesquels ça va probablement pas assez vite, mais la Chine, les États-Unis ou le Royaume-Uni ont énormément baissé leurs émissions de CO2 au global et par habitant aussi ces dernières années. Mais nous, on voit ça plutôt comme finalement une confirmation que là où on va, c'est dans la bonne direction parce que toutes les révolutions, tous les changements se font avec des difficultés. Et nous, on sait que plus on a des détracteurs dans le camp en face, dans le camp des fossiles, ça veut dire qu'on est pris au sérieux aussi. Si les gens nous disent c'est des rigolos, on s'en fout, on leur répond même pas, ça veut dire qu'on n'est pas pris au sérieux. Là, le fait qu'il y ait, entre guillemets, un camp des réactionnaires, peut-être complotistes, qui se met en face, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. Et en fait, ils ont compris que le vent était en train de tourner et que d'un point de vue technologique, ils étaient en train de perdre la guerre et la course. Si je prends uniquement aujourd'hui les voitures électriques, aujourd'hui, quand on est en train de voir ce qui se passe en Chine avec BYD ou même aux États-Unis avec Tesla, les progrès qui ont été faits dans les voitures électriques, dans l'autonomie, dans les batteries, ils sont gigantesques par rapport aux progrès qui ont été faits dans les voitures thermiques. Quel progrès a été fait dans la voiture thermique sur les 10 dernières années ? Je pense que personne n'est capable de citer quoi que ce soit par les gens qui bossent dans le secteur. Et donc en fait, le vent est en train de tourner et donc les gens vont s'attaquer plutôt que sur du concret, ils vont s'attaquer sur des idées. Et ça, c'est un phénomène qui, dans l'histoire, est assez normal sur tous les grands combats, toutes les grandes idées. En fait, quand on sent que le combat ne peut plus être gagné de façon... on va dire légale ou à la loyale, en fait, on essaye de détourner et d'attaquer sur d'autres sujets. Et je pense que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Le poisson hors de l'eau qui remue très fort la queue. Je le vois vraiment en mode... ils ont identifié en effet une menace, un vrai changement, et ils essayent de tout faire pour aller en arrière. Mais c'est justement le témoignage d'une lame de fond qui est en train d'avancer, et nous on le voit sur juste les chiffres, le nombre de personnes qui rejoignent Greengot, le nombre de personnes qui utilisent Greengot, le nombre de personnes qui investissent avec Greengot. C'est pas des personnes c'est pas 100% de personnes qui se caractérisent elles-mêmes comme écolo et tout ça,
Mais ce sont des personnes qui ont parfaitement conscience qu'il y a un changement climatique, qui ne sont pas du tout dans le déni de ça, et qui regardent d'un point de vue très rationnel qu'est-ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui qui aurait le plus d'impact dans leur quotidien pour essayer d'amener aussi leur pierre à l'édifice. Et là, l'argent arrive. Pourquoi avoir pris cet angle par l'éducation financière, on va permettre de gagner des clients ou d'accélérer dans le mouvement? L'éducation financière, en fait, c'est primordial. En fait, ce qui est vraiment important dans tout combat écologique, et Jean Covici en parle souvent et d'autres, c'est qu'en fait, il faut réussir aussi à trouver quelque chose, un bénéfice personnel sur le fait d'agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, réduire sa consommation de viande, notamment la viande rouge, c'est très bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour ta santé. Pareil, faire du vélo, c'est bon pour la planète, mais c'est bon pour ta santé. Aujourd'hui, investir avec Gringot, tu fais du bien à la planète, mais c'est aussi bien pour tes finances personnelles parce que tu vas pouvoir économiser, gagner de l'argent sur tes investissements. Et donc ce bénéfice personnel, il est sur l'éducation financière et les bénéfices financiers que tu peux en avoir. Et en fait, on s'est rendu compte en créant nos premiers contenus, par exemple sur ce qu'était de l'assurance vie, ce genre de choses, que les gens en France, certaines personnes ne connaissent pas la différence entre... Il y a une culture financière en France. Très faible. Un livret A, une assurance vie, les gens, des fois, ont du mal à maîtriser. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait aussi beaucoup de choses à faire là-dessus et que plus les gens étaient financièrement éduqués, plus ils pourraient prendre les bonnes décisions et donc rejoindre Gringot, investir de la façon dont il faut. Parce que quand on est pris à la gorge et qu'en fait, on est à découvert le 15 du mois, on ne va pas du tout se poser la question si on va investir dans la transition ou en fait dans le fossile. Tu touches pas la catégorie de personnes qui a de l'argent investi et qui donc a de l'argent qui pollue. Les personnes qui sont au courant que leur argent est utilisé pour faire ça, une fois qu'elles le savent, elles viennent très naturellement chez Gringot. Vraiment, nous, on a toutes les personnes qui sont au courant ont déjà eu un contact avec nous et ont déjà certainement une assurance vie ou un compte courant ou même dans d'autres institutions qui font très bien les choses aussi. Donc ça fait aussi partie complètement de notre vision un peu des choses et ça rejoint le principe de transparence chez nous. C'est qu'on a envie de redonner le pouvoir aux gens justement sur ce qui leur appartient, en l'occurrence leur argent, et de leur expliquer concrètement comment est-ce que le système bancaire, comment est-ce que le système financier, qui a tellement d'impact dans nos vies, sur nos quotidiens, fonctionne. Et donc pour nous, c'est vraiment amener un projecteur entier sur tout ce secteur pour faire comprendre à monsieur et madame tout le monde, à mes proches, à ma sœur, à tout le monde, comment est-ce que ça fonctionne et comment on peut reprendre le pouvoir là-dessus et décider du monde que cet argent construit. Quelles sont vos relations justement avec ces grandes institutions ? C'est des concurrents, c'est des cibles, c'est des partenaires éventuellement ? Déjà, je pense que ce serait une erreur de généraliser. Il y en a certains qui sont très curieux, qui ont envie d'apprendre de ce qu'on fait en termes de communication, en termes même de technologie, parce qu'on apporte aussi des choses technologiquement, parce que nous, on construit une infrastructure bancaire from scratch, donc avec des technologies de 2022, 2023, 2024, quand certains acteurs bancaires ont les mêmes technos depuis 40 ou 50 ans. Et donc, il y a des choses qui technologiquement fonctionnent beaucoup plus vite avec 3 gars chez nous qu'avec 300 chez eux. Donc ça, ils essayent d'apprendre. Ils essayent d'apprendre aussi sur la façon dont, comme le disait, l'impact. Donc il y a des échanges. On sait qu'on parle énormément de Gringot dans des comex de grandes banques, de grands assureurs. On est en train d'étudier des partenariats avec certains. On travaille aussi forcément avec certains parce qu'on n'est pas encore une banque chez Gringot. On veut le devenir un jour. Mais donc en attendant, on doit travailler avec des partenaires. En revanche, il y a un ou deux acteurs bancaires qui vraiment ne nous aiment pas parce qu'on met le doigt sur des choses qu'eux font mal et en fait on leur pique des clients. Et ça, évidemment, ça génère des énervements et on sait que certains, même si beaucoup des employés de ces banques-là sont chez nous, nous voient comme un modèle et aimeraient que leur banque soit plus comme on est, dans des comités de direction où la politique officielle de la banque, c'est Gringot, on les aime pas. Voilà. On a parfaitement conscience que si Gringot est la seule banque verte d'ici 10 ans, on aura tous les pieds dans l'eau. Donc on a pour ambition et on se voit un peu comme une sorte de petit éclaireur, comme montrer la voie et leur dire que l'argent a un impact. Et puis si on se rend compte, et on s'est rapidement rendu compte que c'était pas un manque de connaissances de leur part de pas aller dans cette direction, c'était un manque peut-être difficile. Voilà, c'est très difficile. Et puis aussi un petit peu de volonté. Mais on veut aussi leur démontrer avec notre succès commercial pur
que s'ils veulent encore des clients de notre génération, de celle d'après, ils vont devoir eux aussi s'aligner. Et ça, c'est un argument qui souvent fait beaucoup plus mouche, en tout cas beaucoup plus rapidement. Quels ont été les défis, les difficultés? Il n'y a jamais eu des phases où on passe pas le mois, mais il y a eu des phases sombres, très sombres. Tout le début est sombre. Ouais, le début, quand t'es 2, quand t'es 3, chacun bosse de chez soi, de sa petite chambre. Mais surtout, tout le monde se moque de toi. Ouais. Tous les acteurs un peu sérieux chez qui on allait toquer en disant « Regardez, l'argent n'est pas bien dirigé, on va faire mieux » et tout ça. Ça a été très compliqué de se rendre compte à quel point c'était un secteur qui ne voulait pas bouger et qui n'avait, pour certains, pour certains conscience de l'impact qu'ils avaient, mais aucune volonté de le changer. Et ça, quand tu commences un projet, que tu as tous tes idéaux, et que tu le fais pour la planète, pour ton futur, celui de tes enfants et tout, et que tu te dis que c'est pas possible que les autres n'y pensent pas non plus, et voilà, rencontrer des murs, ça égratine, mais au plus profond. Après, il y a eu évidemment tout le côté opérationnel, les recrutements, les bons recrutements, les mauvais recrutements, les premiers partenaires. Tout a été dur. Il y a un truc aussi qui est assez dur en fintech B2C, sûrement en fintech B2B, c'est qu'on dit souvent qu'une startup doit faire du test and learn, faire vite des choses, on les envoie sur le marché et on voit ce qui se passe. Sauf que nous, évidemment, la sécurité, on ne peut pas la négliger. Donc on ne peut pas faire des choses quick and dirty et les donner aux clients et voir ce qui se passe, parce que de un, on ne veut pas que les gens perdent leur argent, et de deux, on a aussi la CPR qui va nous taper dessus si on fait n'importe quoi. Et puis on ne peut pas faire une carte qui fonctionne dans 3 bornes et 4 restaurants. C'est ça, il faut que ça marche partout, très bien, pour tout le monde, dès le début. Et donc ça, c'est un peu à l'opposé de ce qu'on dit souvent quand on va lancer une start-up. On dit, fais un truc, bricole, ça va péter une fois sur 2, mais des clients vont aimer, tu vas progresser. Non, ton truc doit être nickel from scratch. Donc c'est pour ça que Gringot, on a commencé en juin 2020, un peu avant même, et on a lancé le produit 2 ans après, parce que ça a été 2 ans pour construire un truc qui soit réglementairement parlant nickel. Et ça peut prendre un peu de temps d'avoir tous les tampons qu'il faut. Ensuite, il faut que ton app, elle soit en termes de sécurité parfaite aussi, et que de 3, elle fonctionne, que tu puisses faire un virement, recevoir de l'argent. Et ça a été très très dur parce qu'on avait des gens qui avaient commencé des startups au même temps que nous et qui faisaient déjà du chiffre d'affaires 3 mois après, et ils disaient « Et vous les gars ?» nous, peut-être dans 1 an, quoi. On lancera le produit dans 1 an. Ça, c'est assez dur. Garder la motivation. Des équipes, mais même de nous, parce que tu sais que des noms. C'est que des noms ou de l'attente, des noms. Et en plus de ça, en plus du côté opérationnel, il a fallu aussi développer toute la méthodologie d'impact. Et donc là, c'est un second désenchantement qu'on a eu, c'est quand on a soulevé le capot de la finance verte, de voir à quel point aujourd'hui, il y avait beaucoup de peinture verte, et à quel point aujourd'hui aussi tout ce qui est définissait comme vert, c'est plutôt des méthodologies qui essaient de prendre au contraire exactement les contours des investissements existants et de faire en sorte de tout faire rentrer dans un label ou autre chose. Tu peux développer ça ? La finance verte n'a pas de définition. Et donc chacun met le curseur en fonction de là où il voit le vert et la transition. Et beaucoup de labels, donc à un moment donné, il y a eu une grosse demande de la finance verte. Et donc pour faire un peu plaisir à des clients en disant « Bah oui, tu veux un tampon vert, je te mets un tampon vert », certains labels ou certificats ou tout autre sont sortis et ont fait en sorte d'être tellement larges en termes de méthodologie que n'importe qui pouvait entrer. Par exemple, le label ISR dont Maud parle, c'est toujours le label phare. Jusqu'à quelques mois, on pouvait très bien investir dans du pétrole et du charbon, une entreprise, et avoir le label ISR sur le fond. Ça a changé récemment, mais c'est très récent. Et donc nous, c'est pas du tout notre vision des choses. Exactement. Donc ça nous a pris plus de 2 ans de construire une méthodologie qui est aujourd'hui la plus stricte du marché et qui filtre 99,6% de tous les investissements qu'on analyse. Donc on garde que le top 0,4% qui pour nous match en fait nos critères de sélection, nos niveaux d'exigence en termes d'impact et en termes de performance financière, parce que comme j'ai dit au début, c'est très important pour nous d'allier les deux. Donc ça a été développé vous-même cette on l'a développé nous-mêmes en interne, mais aussi avec notre conseil scientifique, donc composé de co-auteurs du GIEC, d'experts climat, d'experts finances vertes aussi.
Et en plus de ça, avec des partenaires externes, dont par exemple Carbone 4, qui nous fournit les données carbone, qui est le cabinet qui a été fondé par Jean-Marc Jancovici, dont aussi l'ONG Urgewald, qui nous fournit les listes d'exclusion pour être sûr qu'il n'y a pas de pétrole ou de charbon quelque part, parce qu'une entreprise, c'est pas forcément une activité. Comment est-ce que vous la définissez à quel point elle est verte? Si elle fait 99% de vert et 1% dans le charbon, est-ce que vous dites comment est-ce que tu au-delà prends... de ça, comment est-ce que tu définis ce que c'est du charbon? Est-ce que c'est quelqu'un qui creuse du charbon ou est-ce que quelqu'un qui va construire transporter un le tube charbon qui va permettre de transporter du charbon? Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Voilà. Donc c'est en fait. Et ensuite, sur le comment est-ce que papier, tu vois c'est les simple, dynamiques? Parce que tu n'as pas envie non plus de dire je veux que du 100% vert, parce que là, tu auras 3 entreprises dans le monde peut-être. Et puis en plus de ça, tu veux financer la transition. Donc tu veux aussi financer les entreprises qui sont parties de 50% de brun et qui sont aujourd'hui à 5% de brun. Qui prévoit d'être à 3 dans 2 ans, Voilà. à 0 un jour. Donc c'est un micmac absolument incroyable. Je pose souvent la question, si j'en reviens un peu à vous, quelle est pas l'ambition, mais du pourquoi, où est-ce que ça va et quand est-ce que vous vous arrêtez? Je pense qu'on a cette conviction tous les deux. Bon, j'ai parlé pour moi, mais je ne doute pas d'Étienne dans tous les cas. Cette conviction de vouloir avoir un impact. Mais avec ça, on a parfaitement conscience qu'il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté dont on parlait de la perception des choses. On a aussi parlé du fait que la France était finalement un petit marché. Donc comment est-ce qu'on va faire pour avoir un impact sur d'autres marchés aussi? Donc en fait, c'est pas vraiment une question qu'on se pose souvent. En tout cas, moi, je me la pose jamais. Je sais qu'aujourd'hui, je veux faire le maximum avec Gringots, ce qu'on peut faire et tout ça. Est-ce que j'y serai quand j'aurai encore 75 ans? Je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'à 75 ans, je serai encore là à, je l'espère, contempler un monde qui se sera réchauffé de pas plus de 1,5-7, je l'espère, encore. Mais que je me battrai toute ma vie et que je donnerai toute mon énergie pour faire en sorte de garder ce paradis qu'on a sur Terre. Ouais, je crois que c'est un peu la même chose pour moi, avec des mots différents, mais je ferai tout ce que je peux toute ma vie. Tu parles pas de paradis, toi? Si, je parle de paradis, mais vocabulaire paradis. Mais je veux dire que je ferai tout ce que je pourrais toute ma vie d'entrepreneur pour avoir l'impact positif le plus grand sur la planète et l'environnement. Pour le moment, je pense que c'est avec Gringots qu'on peut l'avoir le plus fort possible parce qu'on est dans un secteur qui est clé, parce qu'on a une croissance qui est folle et qu'on a créé une communauté incroyable. Mais peut-être que dans 25 ans ou dans 30 ans, il y a une nouvelle technologie qui va émerger, j'en sais rien, une nouvelle énergie zéro carbone. Et peut-être qu'en fait, je me dirais que je peux faire encore plus de choses si je vais là. Mais pour le moment, c'est Gringots et j'en suis très bien. Mais on est assez pragmatique aussi là-dessus. Peut-être qu'un jour, la banque sera totalement décarbonée dans 15 ans. Et ce jour-là, on aura réussi, ce jour-là, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'être aux commandes de Gringots et on se dira, OK, maintenant, quel est le prochain secteur? Où est-ce que vous allez chercher, entre guillemets, l'inspiration, le réconfort dans la difficulté C'est un enjeu pour vous Ouais. Et je pense que si tu as quelqu'un qui t'a dit non un jour à ce podcast, c'est que c'est un menteur. Ouais, c'est rare. Okay. Non, en fait, moi, un truc qui est assez fort chez moi et je crois chez tous les entrepreneurs, c'est que se comparer, ça se rassure. C'est se rassurer et voir, en fait, côtoyer des entrepreneurs qui, eux aussi, ont les mêmes difficultés que toi au quotidien. Tu dis, OK, c'est normal, en fait. Tous les problèmes que j'ai, toutes les galères que j'ai, c'est normal. C'est la vie que j'ai choisie, entre guillemets. Et ça fait beaucoup de bien, en fait. Parce que quand tu es seul et que tu es dans ta bulle, dans ton coin, tu te dis, putain, mais je suis nul, quoi. Ça marche pas. C'est terrible, je vais m'arrêter. Et dès que tu lèves un peu la tête du guidon et que tu vas parler à quelqu'un qui fait un truc même différent, tu dis, ah ouais, putain, tes problèmes, ils sont quand même complexes aussi. Donc peut-être que les miens, en fait, ça va. Et moi, c'est un mécanisme qui me fait beaucoup de bien. Même auprès de nos amis entrepreneurs qui, eux, sont déjà dans d'autres stratosphères. Ouais. Ils ont toujours, même quand ta boîte vaut plusieurs milliards et tout, tu as toujours des problèmes. Et moi, oui, j'ai toujours besoin et j'ai eu besoin de beaucoup de soutien. Et j'appelle ça mes éponges affectives. Et c'est ma famille. Voilà. Notamment ma petite sœur, qui est vraiment un tuteur, un socle, une fondation très très forte et qui me relève à chaque fois et qui sait trouver les bons mots pour faire en sorte qu'on avance. Et puis je pense aussi qu'il y a aussi très rapidement un état d'esprit à avoir
quand tu es entrepreneur et surtout quand on s'est lancé, nous, sur une ascension de sommet aussi forte que vouloir créer une banque et en plus qui dirige les capitaux d'une certaine manière, c'est de se rappeler qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans la vie. Et se rappeler que si tu t'es mis dans cette situation, on a choisi cette situation. C'est déjà un luxe incroyable de se dire qu'on a eu le choix de devenir entrepreneur. Qu'on est dans un pays où moi, j'ai pas été mariée à 16 ans, où toi, tu dois pas aller à la guerre ou je ne sais quoi. Et de se rappeler que au pire quoi. Au pire, je reste aimée par mes proches. Au pire, je garde un toit sur la tête. Au pire, je garde la nourriture dans mon assiette. Donc finalement, je pense, en tout cas moi, ça m'a toujours permis de relativiser énormément les choses et les problèmes qu'on a eu avec Gringot. C'est tout de suite dézoomer et de me rappeler que mes racines, que cette petite bulle de mon jardin personnel très très confidentiel, il serait toujours là. Et ça m'a toujours permis d'aller toujours plus loin, de toujours me mettre plus à risque, de demander toujours plus de choses, parce que je savais que ce socle était solide et il serait toujours là. Sur ce côté un peu personnalité du dirigeant combattant, vous vous estimez un peu comme ça, enfin, dans la réussite, enfin, je veux dire, c'est quelque chose quand même qui vous anime aussi dans vos motivations. On en parlait, hein, vu que tu prends 99 non et qu'ensuite tu prends un oui, si t'es pas combattant, tu t'arrêtais au 3e, donc oui, on est évidemment très combattant. Je pense qu'on est extrêmement compétiteurs. Ouais. Tous les deux. Et oui, toi c'est plus quoi? Ça vient plutôt de l'histoire qui te passionne et de voir que d'autres ont réussi? Ouais, même au côté sportif aussi à la base, qui fait que tu as quand même... oui, moi j'aime pas perdre, tout simplement, donc ça m'énerve quand on me dit non, donc ouais, c'est évidemment important et je pense que la compétition finalement est importante pour l'entrepreneur, c'est vital, mais si tu n'es pas capable, et c'est très dur, et je pense que être sales, c'est une bonne formation à devenir entrepreneur parce que les sales, on leur raccroche au nez toute la journée et c'est un truc que j'aurais aimé faire, je pense, avant d'être entrepreneur. Pour ceux qui écoutent et qui sont sales, vous avez les qualités, vous avez déjà le socle, mais ouais, c'est ultra important d'accepter les noms constamment et donc d'être combattant. Et moi, je pense que c'est plutôt tout ce que j'ai au niveau familial, du coup, ma famille qui est partie, qui s'est échappée d'Iran à la Révolution. Donc, ça a été un parcours de personnes immigrées. Et donc, par définition, en fait, on les a jamais attendus. On leur a toujours dit non. Et donc, toutes mes histoires de famille, c'est des histoires de comment est-ce que... Enfin, moi, ma grand-mère, toute ma vie, elle m'a dit « la porte sera toujours fermée, rentre par la fenêtre ». Voilà. Donc je pars même pas du principe qu'un oui est normal. Je sais que ça va être non. Je sais que je vais en prendre 5 autres. Si on te dit oui trop tôt, c'est que t'as pas demandé assez presque. Tu vois, donc Exactement. C'est que j'aurais pu demander le double. Ouais. Donc je sais que je vais me prendre 5 non avant de me prendre un oui. Mais c'est encore une fois, ça fait partie de mon éducation. Et je sais que me prendre un non, me prendre un oui ne va pas me définir moi en tant que personne. C'est pas parce que j'ai un succès là ou un non là que je suis une moins bonne personne. Moins aimée, moins bonne et tout ça. J'arrive, en tout cas j'essaye très fort de détacher ça et de faire en sorte de... Et ça me permet en fait de mettre beaucoup plus à risque dans tout ce qui va être mes demandes, mes ambitions, mes rêves et d'aller toujours plus loin. Parce que je sais de base que personne ne m'attend, personne n'a envie que je réussisse, ou pas envie d'ailleurs, personne n'a rien à faire, et que je vais devoir me battre pour faire ma place et essayer d'avancer. Est-ce que vous avez des mentors ? Ouais, alors moi, réponse un peu bizarre sûrement, mais ouais, j'ai lu récemment la biographie de Winston Churchill, et pour le coup, niveau combattant, je pense pas qu'il y en a eu beaucoup, on la cite souvent, bien plus fort que lui, donc ouais, assez lourde à lire, faut aimer l'histoire. Mais personnage exceptionnel et qui a pris des claques toute sa vie et qui en fait est là à la fin. Donc ouais, c'est quelqu'un qui m'inspire. Alors mentor, c'est jamais parlé, mais il m'inspire en tout cas. Ouais. J'ai pas une personne en particulier, mais je dirais que je pioche ce que je pense être les meilleurs aspects dans les personnes qui m'entourent. Et encore une fois, je reviens à la famille, donc ma grand-mère qui a réussi à faire des trucs de fou en étant analphabète et mariée à 16 ans en Iran et divorcée en plus. Ma mère qui est un monstre de travail et qui est devenu médecin en France en débarquant à 18 ans d'Iran à Montpellier. Mon père aussi, ma sœur, enfin vraiment toutes les personnes. Mais après voilà,
mon travail, moi, c'est justement de comprendre les personnes, qu'est-ce qui les motive, pourquoi est-ce qu'elles agissent et comment leur donner les bons messages pour qu'elles aillent, qu'elles avancent. Donc finalement, je pense que j'ai commencé très très tôt ce travail, à étudier toutes les personnes qui m'entourent, à comprendre leurs forces, leurs faiblesses et à voir comment est-ce que je pouvais apprendre d'elles et en tout cas apprendre de leurs forces. Est-ce que vous vous déconnectez? Est-ce que vous êtes fondateur de Green Got et finalement au boulot 7 jours sur 7 et puis il y a plus des moments de pause? Enfin, comment vous gérez ça? C'est dur de déconnecter 100%. Moi, je crois que je pense pas y arriver vraiment, même les quelques jours de vacances que je prends dans l'année. Passer 24 heures sans penser au travail une seule fois, je sais pas si ça m'est déjà arrivé depuis qu'on a commencé. Donc, il faut... Je dors mieux qu'avant. À un moment, je dormais mal à cause du travail. Il faut juste réussir à relativiser. En fait, tu y penses tout le temps. Mais si tu es passionné aussi par ce que tu fais et que tu crois à ta mission, c'est aussi plus facile que si en fait, tu vends des boulons et qu'en fait, tu n'aimes pas les boulons, quoi. Mais je pense que quand tu es first-time entrepreneur, l'équilibre vie pro, vie perso est difficile. J'ai entendu dire des gens qui arrivaient, mais plutôt des gens qui l'avaient déjà fait avant. Donc, ça doit faciliter. Mais ouais, c'est vachement dur et je pense que quand tu vas être entrepreneur, il faut être prêt à souffrir un peu quelque part et il faut tout donner et se dire que peut-être que tu vas pas tenir ce rythme pendant 30 ans, mais sur les 5, 7, 8 ou 10 ans que tu vas le faire, course de fond. Faut être prêt, quoi. Ouais, non, moi je suis fatiguée, je souffre souvent. Après, encore une fois, ça redonne beaucoup d'énergie dès qu'on a un succès, dès qu'on a un truc trop bien, le pic. On a eu un automne très, très, très difficile. Enfin, il y a beaucoup de travail à l'automne tout le temps. Et quand en fait, de travail en janvier. Il y a beaucoup de travail en janvier, mais quand en fait, tu as un automne qui est difficile et qu'en fait, le 20 novembre, on fait une levée de fonds de plus de 5 millions d'euros en 2 heures, tu as de l'énergie pour finir l'année, quoi. Ouais. Non, et j'essaye de trouver des trucs. Donc moi, mon truc qui me ressource le plus, c'est le silence. Le silence dans la nature. Donc, vraiment aucun bruit de moteur ou de quoi que ce soit. Juste des oiseaux et le bruit des arbres. Ça me ressource énormément. J'ai l'impression que ça me nourrit l'âme, vraiment. Et après, j'essaye la méditation. Je me suis mis à la course, je me suis mis au sport. Je tente des choses. Mais non, et ça serait complètement mentir de se dire que je suis aussi reposée que quand j'avais 25 ans et avant Green Got. C'est sûr qu'il y a quelques points de vie qui se perdent. Mais bon, vu la trajectoire de Green Got, il va falloir tenir encore quelques années. A priori. Merci à tous les deux, je suis très heureux de vous avoir eu sur l'épisode. Je vous souhaite le meilleur, encore bonne année pour 2025, pour Green Got, pour vous, pour votre communauté. Et puis pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.